Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors je vous le dis tout de suite, si vous êtes amateur de happy end, la trajectoire de Vivaldi ne s'achève pas dans l'apothéose. Elle ne se conclut pas par un triomphe public, ni par une reconnaissance unanime. Elle se termine loin de Venise, dans une relative obscurité, avant de sombrer carrément pendant près de 2 siècles dans un oubli presque total. Alors ce destin n'est pas du tout anecdotique. Il révèle encore une fois la fragilité structurelle d'un artiste qui n'a jamais été adossé à une institution forte et durable. À la fin des années 30, 1730 évidemment, les signes d'essoufflement se multiplient. Encore une fois, le goût change. Les théâtres vont privilégier d'autres compositeurs. Les tensions avec certaines autorités ecclésiastiques d'ailleurs compliquent les engagements. L'épisode de l'interdit de Ferrare, comme je le disais tout à l'heure en 1737, constitue là un coup symbolique. Venise elle-même a évolué. La ville spectacle reste brillante, mais la concurrence est vraiment rude. Les modes musicales se déplacent vers d'autres centres. L'opéra italien est en train lui aussi de se transformer. En 1740, Vivaldi quitte Venise, il part pour Vienne. Ce geste-là est lourd de sens, comme d'autres artistes vénitiens, qu'ils soient peintres, musiciens, écrivains. Il cherche à l'étranger ce que sa ville natale ne lui offre plus, c'est-à-dire un soutien, une reconnaissance, une stabilité. Sauf que le contexte politique est plutôt défavorable. L'empereur Charles VI, protecteur potentiel, Charles VI, donc de l'Empire romain germanique, donc notre Charles VI meurt en octobre 1740 et le cadre change brutalement. Vivaldi se retrouve isolé et il meurt. Il meurt à Vienne en juillet 1741, il a 63 ans, il est enterré dans une fosse commune, sans monument prestigieux, aucun cérémonial grandiose ne vient clore son existence. Oui, vous pensez tous à celui qui, dans 50 ans, vivra à peu près la même chose. La symbolique est forte, encore une fois, le compositeur qui avait quand même correspondu avec des princes, qui avait fait circuler ses œuvres dans toute l'Europe, disparaît dans une relative discrétion. Cette fin n'est pas celle d'un misérable abandonné. Mais elle n'a rien non plus d'un triomphe, vous avez compris. Elle marque juste l'absence d'un ancrage, encore une fois, institutionnel solide. Il n'était ni maître de chapelle permanent d'une grande cour, ni protégé exclusif d'un souverain. Il était un homme de réseau, mais pas un homme d'appareil. Et quand les réseaux se délitent, la protection disparaît d'un coup. Après sa mort, l'oubli est rapide. Comme beaucoup de compositeurs baroques italiens, il disparaît littéralement du répertoire. Le goût change, le classicisme s'impose, et puis le romantisme. L'esthétique évolue vers d'autres formes. Quelques œuvres vont subsister indirectement, notamment par l'intermédiaire de Jean-Sébastien Bach, qui avait, je vous l'avais dit, transcrit certains de ses concertos, mais l'auteur original s'efface derrière le prestige du compositeur allemand. Au XIXe siècle, les jugements musicologiques sont souvent sévères ou même indifférents. Vivaldi est perçu comme répétitif, mécanique, superficiel. On ne connaît d'ailleurs qu'une partie de son œuvre, et l'image se réduit à quelques partitions qui circulent. Et cette réduction est décisive, elle empêche toute compréhension globale de son travail. Tout va changer. Tout va changer dans les années 1926-1927. Et oui, le musicologue Alberto Gentili découvre à Gênes un ensemble considérable de manuscrits de Vivaldi qui sont conservés par la famille Durazzo. Les volumes dispersés par héritage et vente sont réunis grâce à des mécènes et disposés à Turin, à la bibliothèque universitaire. Je reviendrai dans le bonus, je vais revenir un petit peu sur tout ça beaucoup plus en détail. Bref, c'est un événement capital parce qu'il révèle d'un coup l'ampleur réelle de l'œuvre. Des centaines de concertos, de sonates, de cantates, d'opéras, de partitions sacrées. L'image du compositeur est en train de changer d'échelle. Vivaldi n'est plus seulement l'auteur de quelques concertos célèbres, il devient un créateur prolifique, structurant pour l'histoire du concerto, central même dans la circulation européenne des formes instrumentales. Et cette redécouverte ne se limite pas à une trouvaille archivistique. Elle nécessite un travail colossal de transcription, d'édition, d'exécution. Encore une fois, je reviendrai sur tout ça. Ironie supplémentaire, la gloire moderne de Vivaldi repose largement sur les 4 saisons. Quand on dit Vivaldi, les 4 saisons, œuvre
magistral, c'est vrai, mais qui représente qu'une infime partie de son catalogue. Alors c'est vrai que ça a été joué, enregistré des centaines et des milliers de fois, c'est joué dans le métro, c'est plus ou moins mal, et plus souvent mal que bien. Elles ont assuré sa popularité mondiale, c'est vrai, c'est quasiment sur tous les répondeurs de la Terre, les répondeurs à l'époque où ça existait dans les années 80, voilà, mais ça a aussi contribué, faut être honnête, à simplifier son image. Vivaldi est devenu dans l'imaginaire collectif le compositeur d'une seule œuvre. La banalisation, quand je disais les répondeurs, musique d'aéroport, de supermarché, tout ça menace de masquer en fait la complexité. Quand je disais c'est l'arbre qui cache la forêt, ça masque tout son corpus. Et dans la Renaissance, vous avez une forme de réduction malgré tout qui subsiste. Et ce parcours, succès, dispersion, oubli, redécouverte, épouse quand même étrangement celui de la Sérénissime. Venise elle-même, en 1797, tombe. Elle perd son indépendance, vous savez, elle devient objet de nostalgie, puis lieu de mémoire romantique. Son prestige culturel va survivre à sa puissance politique. Eh bien, Vivaldi va suivre une trajectoire comparable. Il disparaît, puis renaît comme figure emblématique d'un âge baroque qui est redécouvert. Et son oubli, encore une fois, n'est pas un accident, c'est le produit d'un système où l'artiste n'était pas solidement arrimé à une institution pérenne. Donc sa renaissance n'est pas non plus un simple effet de mode, ça révèle la profondeur d'une œuvre qui a été longtemps méconnue. Alors, ce moment de l'émission nous place face à une évidence. Vivaldi n'a pas été porté par un État puissant ni par une Église conquérante. Il a vécu dans une république brillante mais fragilisée, il est mort sans monument, il a été oublié sans scandale, et pourtant son œuvre a survécu au siècle. Reste à comprendre pourquoi cette musique, pour terminer, née dans le crépuscule d'une puissance maritime, est devenue l'un des symboles les plus durables de Venise. C'est à cette question que je vais répondre maintenant dans la dernière partie.